Donc, merci beaucoup. Merci à Flora, merci à Nelson de m'avoir invité à parler de Lévinas. Je crois que c'est la première fois que je vais parler de Lévinas en public, donc soyez indulgents. Et je vais donc parler de quelque chose qui m'a beaucoup frappé à la lecture de l'existence à l'existant, c'est-à-dire quelque chose qui m'est devenu très clair, qui n'était pas aussi clair auparavant, et dont j'ai fait l'objet de cet exposé. Voilà, donc il m'est apparu qu'une grande ligne de fracture traverse la philosophie française et son esthétique. Parce que, en accordant le privilège à l'art, le privilège de dépasser la relation sujet-objet, en accordant à l'art le privilège d'être en somme non subjectif et non objectif à la fois, la philosophie va suivre deux directions très opposées, mais qui sont très emblématiques des devenirs de la philosophie française. Dans un cas, l'art nous conduira à nous abandonner à l'être, à une chute dans l'être, comme chez Lévinas. Dans un autre cas, il sera le signe d'une reconquête par l'être, d'un relancement par l'être, comme chez Bergson ou Deleuze. Et le plus curieux, c'est que ce soit à partir du même fond conceptuel que ce divorce se soit fait, à savoir à partir de la lecture de Blanchot, à partir d'un certain rapport à l'image, à l'impersonnalité, la neutralité et l'impassibilité de l'être. Chacun sait que la notion il y a est le thème central des textes de Lévinas entre 1947 et 1948, à savoir les 4 conférences rassemblées sous le titre Le temps et l'autre, et le petit livre de l'existence à l'existant, même si la réflexion sur cette notion est bien antérieure à ces dates. Dans Qui êtes-vous ? Entretien avec François Poirier, Lévinas ne manque d'ailleurs pas de rappeler que l'important dans De l'existence à l'existant, je le cite, c'est la description de l'être dans son anonymat, description très proche des thèmes de Blanchot, ce que j'appelle, dit Lévinas, l'Ilia. Dans la préface à la 2e édition du même livre, il dit à nouveau de voir à Blanchot, je le cite, le Ilia impersonnel, comme il pleut ou il fait nuit. On sait aussi la très longue amitié qui lie Lévinas à Blanchot, en témoigne déjà la longue lettre de captivité écrite en 1941, qui précise à nouveau « La nuit, pour moi, ce n'est pas la mort, mais l'impossibilité de la mort ». Pour le Lévinas de cette époque, le Ilia désigne la présence à l'être anonyme, qui n'est rien ni personne, qui ne répond à rien ni à personne, ce qu'il appelle la participation prélogique à une sourde présence absente, comme dans le roman de Blanchot, Thomas l'Obscur, où le héros, lorsqu'il nage, est l'eau et rien d'autre que l'eau. Présence de l'absence, nuit en plein jour, fin du monde, ce sont les termes de Lévinas. L'être est bien cette nuit étouffante qui sous-tend toute existence. Exister sans existence est donc être dans un lieu où rien n'a lieu. L'instauration de l'existant impliquera la déchirure du présent, l'hypostase d'une position privée dans l'être, mais l'événement lui-même du Ilia, Lévinas le note fermement, consiste dans une impossibilité, c'est-à-dire dans la rature de tout possible. Rien n'arrive à l'être, rien n'arrive par l'être. Lévinas le dit très clairement, rien n'approche, rien ne vient, rien ne menace. Tel est le sens de ce qu'il appelle la participation, mais une participation évidemment profane, dépersonnalisée, désubjectivée, à l'abîme de la réalité indifférente qui nous entoure de sa nuit, exposition sans fin à l'insomnie d'être. C'est d'abord ce rapport à l'être et à l'être impersonnel qui intrigue. Impersonnalité terrible, parce que totalement inhumaine, comme le souligne à plusieurs fois Lévinas. Lévinas souligne aussi que son texte est hanté par le caractère, je le cite, désertique, obsédant et horrible de l'être, entendu selon eux le Ilia, et met dès la préface de son livre toute son insistance à décrire ce qu'il appelle son inhumaine neutralité. Que l'événement soit impersonnel ou soit l'impersonnel, qu'il y ait une événementialité de l'impersonnel pour une bonne part de la pensée contemporaine, signifie que nous sommes livrés à un événement pur qui ne nous arrive pas, qui n'est pas notre possible, comme la mort, d'ailleurs, n'est pas notre possible. Le on meurt
n'est pas notre possible ultime en effet, mais ce dont nous sommes passibles, transpassibilité de l'événement, ouverture à un dehors pur, hors de nos possibles. Il n'y a de réel que ce qu'on n'attendait pas et qui soudain est là depuis toujours, dira Maldinet, et il ajoutera, c'est le monde qui s'ouvre à chaque fois à partir de l'événement. À cette différence près que le il y a de Lévinas anonyme et impersonnel n'est pas un même événement de ce type, il n'est pas du type de ce qu'on n'attendait pas, il est ce qui suspend au contraire tout événement, l'événement qui clôt tous les événements possibles, il est fermeture à tout événement en nous, il ne fait pas signe vers ce qui nous arrive, mais vers ce qui ne peut plus nous arriver de nulle part, la vie, comme le dit Lévinas à l'état de cadavre, dépouillement absolu. En un mot, le neutre est la forme supérieure de la détresse, sans secours et sans issue, il est le terme même de toute conscience. Deleuze, lecteur de Blanchot, prend un autre parti, toujours à partir de la lecture de Blanchot. Des différences et répétitions, il cite longuement Blanchot, qui distingue la mort personnelle et la mort impersonnelle. Je cite Blanchot, qui est sans relation à moi, sans pouvoir sur moi, ce qui est distingué, dit-il, de toute possibilité et qu'il appelle l'irréalité de l'indéfini. Tout de suite, Deleuze se sert de Blanchot pour faire surgir une autre temporalité, ce qu'il va appeler la forme vide du temps qui s'est libérée de tout contenu présent. Il rappelle d'ailleurs Blanchot, qui disait que cette irréalité de l'indéfini, c'est un temps sans présent. Vers quoi Deleuze veut-il nous amener et nous faire penser? C'est un temps non plus subjectif qui surgit, mais c'est un temps qui naît lorsque le moi meurt à lui-même et lorsque cette mort du moi fait remonter tout un fond de possibilités inexplorées. Le temps se libère alors du cercle de la mémoire et d'Éros pour courir en ligne droite vers d'autres devenirs. Dans l'anti-Oedipe, comme dans Logique du sens, la mort impersonnelle de Blanchot reçoit le nom d'instinct de mort et de thanatos, et il y a évidemment en sourdine un débat avec Freud, un profond débat avec Freud sur la signification de l'instinct de mort. Car contrairement à ce que Freud pense, la mort est l'expérience ordinaire de l'inconscient quand celui-ci passe par toute une série de devenirs et finit par produire un sujet erratique sans aucune place fixe, comme dans toute schizophrénie. Et l'anti-Oedipe, de reprendre encore le texte de Blanchot sur les deux morts, la différence entre le « je meurs » et le « on meurt », pour écrire ceci. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort? C'est l'anti-Oedipe Deleuze et Guattari qui parle. Là encore, est-ce un désir de mort, un être pour la mort, ou bien un investissement de la mort, fût-il spéculatif? Rien de tout cela, disent les auteurs. L'expérience de la mort est la chose la plus ordinaire de l'inconscient, précisément parce qu'elle se fait dans la vie et pour la vie, dans tout passage ou devenir, dans toute intensité comme passage et devenir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ceci, ordinaire est le désir de mort dans l'inconscient, à savoir le désir de désirer autre chose que soi, qui est au fond le désir d'une vie enfin débarrassée de la limite vitale du soi. Dès lors, deux possibilités se font face. Soit faire de l'impersonnalité de l'être ce qui est à fuir, soit faire de l'impersonnalité de l'être ce qui est à atteindre. Cette alternative est vraiment la grande fracture de l'esthétique française. Ainsi, dans la première esthétique de Lévinas, l'art devient l'emblème de cette terrible menace d'une extinction du sujet, d'une dépossession totale du monde du sujet, entrée dans l'anonymat de l'être, captivité dans la fermeture de l'être, assèchement et désertion de soi. L'événement pur est au contraire le surgissement d'un existant qui assume l'être. C'est en s'engageant dans l'aventure ontologique d'assumer l'être que l'existant s'arrache à l'être et se donne un monde. Là commence le premier rapport à l'esthétique, même si ce n'est pas encore l'esthétique. Ce que montre très bien donc de l'existence à l'existant, c'est qu'il n'y a en effet de monde que dans la lumière, que dans l'intériorité d'une lumière, ce que Kant a vu, en soumettant le dehors à l'unité de la perception,
en faisant que le dehors soit toujours déjà devancé et constitué par un dedans. Tout monde est monde d'objets et de formes, mais comme le dit magnifiquement Lévinas, ce qui vient du dehors vient de nous. La forme, qu'est-ce d'autre en effet que ce qui est illuminé du dedans, la silhouette ou le profil des choses, en grec tout simplement, l'eidos grec, qui dessine l'arête vive des choses, le dessin intérieur des choses que toute la peinture maniériste retrouve, en même temps que Kant. Le monde détaché de l'être est bien attachement aux objets et aux formes. Sans le détachement de l'être, cet attachement aux objets et aux formes ne serait pas possible. Mais que fait l'art, au contraire? En tout cas, que fait l'art tel que Lévinas le pense? L'art fait sortir les objets et les formes de cette appartenance au sujet. C'est cela l'exotisme, qui est bien plus qu'un désintéressement de l'agir, exotikos, mouvement au dehors, captation par un dehors sans dedans, en somme, le dehors pur de l'être. C'est ainsi que l'art se dirige vers ce que Lévinas va nommer l'absence même des formes, c'est-à-dire vers les choses en soi. Il faut souligner cette expression de Lévinas, l'absence même des formes. La notion d'art informel date de 1951. Elle est formulée par Michel Tapier dans son exposition qui s'intitule « Signifiant de l'informel ». Je signale aussi que c'est un terme qui va être très célèbre, puisqu'il sera repris dans le livre de Pollan, L'art informel, en 1962. L'utilisation de cette formule « art informel » n'est pas sans rapport à Lévinas. On peut en effet définir l'art informel comme la tendance à éliminer toute référence objective, toute ressemblance, ainsi que toute projection subjective ou expressive dans l'art, au profit d'une pure immanence des éléments picturaux eux-mêmes ou des éléments artistiques eux-mêmes, c'est-à-dire l'art informel est un art sans forme, sans ressemblance et idée, sans imitation et réflexion. Par exemple, Robert Klein, dans La forme et l'intelligible, qui est paru chez Gallimard en 1983, montre que l'art informel opère par rature de l'imitation et de la projection, par retrait de l'objectivité et de la subjectivité. C'est même pas un art subjectif. Il n'y a pas de projection de l'artiste. Et il parle très justement d'une agonie de la référence interne et externe. Ce qui caractérise l'art informel, c'est cette agonie de toute référentialité interne ou externe. De telle sorte que l'œuvre est foncièrement désœuvrée, en quête d'une réalité brute que ne doit pas même oblitérer un projet de conscience. Aucun projet de la conscience ne doit venir oblitérer ce surgissement d'une présence pure. Klein parlera donc en ce sens d'un art de la présence pure. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'on a pu dire à ce sujet, ce qui me semble totalement faux, cet art ne peut pas être kantien. Il destitue la forme réflexive kantienne qui, tout en étant informe, effectivement, non conceptualisable, informe objectivement, reste forme réflexive pour une conscience. L'informel de l'art précède au contraire toute conscience et toute objectivité, et même, et cela est très important, toute mise en œuvre de l'artiste lui-même. Il faudrait donc, comment produire, quand on est artiste, un art qui est désœuvrement de la mise en œuvre. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe que toute une série d'artistes a cherché à exposer. En tout cas, ce sont presque les mêmes termes qu'utilise Lévinas dans De l'existence à l'existant et qui sont très parlants. Je le cite. La recherche de la peinture et de la poésie moderne, qui essaye de conserver à la réalité artistique son exotisme, d'en bannir cette âme à laquelle les formes visibles s'assujettissent, d'enlever aux objets représentés leur servile destinée d'expression, pareil que chez Klein, l'art, comment retirer l'expression, comment retirer cette subordination à la subjectivité. Et Lévinas continue, plus exactement, d'où la guerre au sujet, qui est la littérature de la peinture, la préoccupation
du jeu pur et simple de couleurs et de lignes, destiné à la sensation, pour laquelle la réalité représentée vaut par elle-même et non par l'âme qu'elle enveloppe. L'intention commune, conclut Lévinas, est de présenter la réalité dans une fin de monde et en soi. Que veut dire Lévinas? L'unité englobante et lumineuse du monde se lézarde. Les formes perspectives dont on parlait tout à l'heure se désagrègent. Les profils s'estompent. Le monde se fissure. La nudité crue des choses, qui constitue l'horreur de l'être, remonte à la surface. Et Lévinas dit alors, élément nu, simple et absolu, boursouflure ou abcès de l'être, dans des mots quand même extrêmement forts et même violents. C'est évidemment ici l'art abstrait qui est visé, terme qui n'est en rien l'équivalent d'un art non figuratif. On ne peut pas le développer ici, mais on ne peut pas faire s'équivaloir art abstrait et art non figuratif, parce qu'il faudrait, par exemple, supprimer le surréalisme et des tas de courants artistiques. C'est l'art abstrait qui est visé, en tant qu'il sépare dans la forme les éléments qui valent picturalement en eux-mêmes, planéité, surface, ligne, point, figure, couleur. Lévinas est fidèle à ce sens d'art abstrait, je le cite, à un espace sans horizon, s'arrache et se jette sur nous des choses comme des morceaux qui s'imposent par eux-mêmes, des blocs, des cubes, des plans, des triangles, sans qu'il y ait transition entre les uns et les autres. Ainsi, avec l'art abstrait, le monde se désagrège, tel un miroir qui se brise, la lumière s'estompe, la lumière intérieure, le dessin intérieur s'estompe, la matérialité de l'être jaillit. Toujours la même violence dans le vocabulaire de Lévinas, grouillement informe, fond obscur inintelligible, impassible présence, misérable, laide, nu, brutale. En ce sens, oui, l'art est tombé de la nuit, obscurcissement, ombre. On ne peut sous-estimer ici la fonction que Blanchot accorde à l'image, que Lévinas devait connaître, même si c'est seulement dans l'espace littéraire en 1955 que celle-ci est évoquée. Pour Blanchot, l'image abstrait, justement. Elle ne ressemble pas sans immobiliser. La ressemblance n'a alors, et c'est très beau ce que dit Blanchot, rien à quoi ressembler. L'image est cadavre, rigidité cadavérique, étrangeté cadavérique, dit Lévinas, et non pas copie, simulacre, imitation ou schème. Il est même étrange que Lévinas prête à Bergson une semblable conception de l'image. L'image serait abstraction chez Bergson, moins que l'objet, et non pas plus esthétique de l'objet. C'est étrange que Lévinas dise ça, parce que chez Bergson, c'est justement tout le contraire. Cela vaut pour la perception utile, qui est abstraction, mais non pas pour percevoir des artistes qui n'abstraient rien du tout. L'image de la perception ordinaire est utile, est moins que l'image en soi du monde, de la perception pure, moins que l'image de la perception pure qui nous immerge dans le monde, mais ce que l'artiste vise précisément de nous faire retrouver chez Bergson, c'est l'image en soi, ce n'est pas l'image qui est abstrait. Il nous délivre, l'artiste, de l'impératif de vivre, de la perception utile afférée aux besoins, c'est-à-dire de l'abstraction et du schématisme que la perception est obligée de produire pour nous aider à vivre. Il nous fait voir, l'artiste, dira Bergson dans La pensée le mouvant, ce que nous ne pouvions voir en raison des œillères que la vie nous impose. C'est seulement parce que naissent des hommes qui ne sont pas si attachés aux impératifs de la vie, dira Bergson, qui sont en un mot détachés de toute fonction utilitaire, que l'art est possible. Attaché, détaché, les mots sont de Bergson. Les artistes nous plongent alors dans l'être, dans l'image pure des choses. Ils nous font voir ce qu'on ne voyait plus. Ce sont bien des voyants. Quand ils regardent une chose, dit magnifiquement Bergson, ils la voient pour elle et non pas pour eux. Ils ne perçoivent plus simplement pour agir, dit-il dans La pensée le mouvant, ils perçoivent pour percevoir, pour rien, pour le plaisir. Percevoir le monde dans son infinie variété qui nous échappe à chaque instant,
en raison des impératifs de la vie. C'est du même coup plongé dans le mouvement d'intérieur des choses, dans leur rythme intérieur, leur foisonnante manière d'être. L'artiste découvre des mondes qui ne sont pas notre monde, il nous élargit, il étend notre humanité, il nous connecte à des durées intérieures et supérieures à nous, il manifeste que nous sommes dans un absolu non personnel, que nous nous mouvons dans l'absolu et que celui-ci n'a rien d'horrible, que c'est même, au contraire, souvent, une profonde source de joie. Il rend sensible l'artiste cet apparentement des étangs au sein d'un même monde, et d'un monde où l'homme est inclus sans être isolé. Et Bergson y insistera beaucoup. Par l'action des artistes, l'homme n'est plus isolé dans l'univers comme un enfant en pénitence. On ne peut être plus éloigné de ce que dit Lévinas. La participation profane à l'être est une joie et non pas une horreur. La philosophie de Deleuze, à son tour, n'est rien d'autre que ce mouvement de récupération de l'être. On ne peut rien y comprendre autrement à cette philosophie deleuzienne. Le problème n'est pas de s'enfermer dans le cercle lumineux du moi, ou le problème n'est pas que le cercle lumineux du moi et du monde soit rompu, ce serait plutôt de rester enfermé dans ce cercle, de devenir insensible à la riche profusion du monde. C'est ainsi que Deleuze assigne à l'art la tâche de créer partout des affects non humains et des percepts non humains. Pourquoi la littérature a-t-elle tant besoin du « il », autrement, du « il y a ». Pourquoi la littérature contemporaine que lit Blanchot est-elle une littérature du « il » et pas du tout une littérature du « je », au point qu'il a fallu que les linguistes se penchent sur cette étrangeté. Que désigne, demande Deleuze dans un cours à Vincennes, ce « il » ? Un événement, certes, impersonnel, oui, mais cependant pas impersonnel comme le dit Lévinas. Impersonnel ne veut pas dire non individué. L'événement du « il y a » est toujours au contraire pour Deleuze individué. Il n'est individué sans être anonyme. Il désigne un autre type d'individuation que l'individuation subjective, une individuation de monde. Deleuze, dans ce même cours de Vincennes, dit donc ceci, c'est un langage très parlé aux étudiants, « Il y a donc le « il » de l'événement. Vous retrouvez ce « il » de l'événement dans la formule « il y a ». Ce serait curieux de voir que les personnologistes, eux, font dépendre le « il y a », le traitent comme un shifter, un embrayeur, c'est-à-dire le font dépendre du jeu. On n'en est pas là, dit Deleuze. Il y a ou il de il pleut renvoie à un événement. Un événement, c'est pas une personne. Pourtant, est-ce que c'est de l'anonyme ? Si vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, on se retrouve en plein problème. Et on retrouve le problème que nous évoquions tout à l'heure. C'est pas l'anonyme, dit Deleuze. C'est pas de l'universel. Un événement, c'est au contraire extraordinairement singulier, c'est individué. Voilà, il faut dire que l'individuation de l'événement, c'est pas du même type que l'individuation de la personne. Fin de citation du cours à Vincennes. Que veut dire Deleuze ? Le il y a n'est donc pas anonyme du tout, il est individué, mais d'une individuation qui ne passe pas par un pôle subjectif, qui passe directement par le monde. Des individuations sans sujet, voilà même ce que l'art chercherait partout, individuation du vent, d'une saison, d'un morne après-midi, d'une steppe, d'une forêt. La perception s'arrache à notre point de vue, l'affect s'affranchit de notre vécu. Le but de l'art, dit Deleuze, dans Qu'est-ce que la philosophie ? C'est d'arracher la perception aux perceptions d'objets, d'arracher l'affect aux affections. Les affects sont les devenirs non humains de l'homme, dira-t-il, et les percepts, les paysages non humains de la nature. Alors la question se pose, en écho à Lévinas, pourquoi cet arrachement à l'humain ? Que va chercher Deleuze dans cet arrachement au monde humain qui est exactement symétrique à ce que cherche Lévinas ? Ce qu'il va chercher, c'est tout simplement une sorte de relance. Une relance par l'être, une recréation de soi par l'univers, comme lorsque la musique de Messiaen compose dans une même sensation le moléculaire et le cosmique, les étoiles, les atomes et les oiseaux, dira-t-il dans Mille plateaux. Comme lorsque le cinéma, de Dovtchenko, ne cherche plus à chanter l'homme,
mais cherche à chanter le monde. Comme lorsque, dans la 3e symphonie de Mahler, soudainement, ce n'est plus un chant de l'homme, mais le chant de toute la nature qui commence à se faire entendre. La thèse de Deleuze, énigmatique, mais que je cherche à comparer à celle de Lévinas, c'est donc celle-ci. On ne fait pas de l'art en racontant sa vie humaine. Au contraire, il s'agit, disent-ils avec Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie, de toujours libérer la vie là où elle est prisonnière. Bref, toujours le même thème, briser la pauvre fermeture de sa vie, d'une vie, ramener dans d'autres filets l'immense variété vitale du monde. Le Iliade du monde de l'art est donc ce monde produit par l'artiste lorsqu'il tente de capter le monde en l'absence d'homme. Deleuze et Guattari écrivent « Monde d'avant l'homme, même s'il est produit par l'homme », parce qu'évidemment, tout le paradoxe, c'est que c'est un artiste humain qui cherche à capter l'infinie variété du monde par des procédés, mais à mettre à distance l'homme dans son art lui-même. On dira, y a-t-il des exemples? Oui, partout, et à foison. Par exemple, le roman s'élève à de tels percepts non humains, à de tels percepts non objectifs. Je cite ce très beau texte de Deleuze, « Non pas la perception de la lande, mais la lande comme percept chez Hardy, fameux romancier anglais, non pas les percepts océaniques de Melville, les percepts urbains ou ceux du miroir chez Virginia Woolf, non pas la perception de la lande, mais la lande comme percept chez Hardy, les percepts océaniques de Melville, les percepts urbains ou ceux du miroir chez Virginia Woolf, le paysage voit. En général, quel grand écrivain n'a su créer ces êtres de sensation qui conservent en soi l'heure d'une journée, le degré de chaleur d'un moment, les collines de Faulkner, la steppe de Tolstoï ou celle de Tchekhov. Le percept, c'est le paysage d'avant l'homme en l'absence d'homme. Fin de citation. Donc, le percept rendrait donc sensible et visible ces forces insensibles et invisibles qui peuplent le monde et avec lesquelles nous composons, nous consistons, dans lesquelles nous sommes immergés et avec lesquelles nous devenons. Les deux auteurs ajoutent donc, les percepts peuvent être télescopiques ou microscopiques, ils donnent aux personnages et aux paysages des dimensions de géants, comme s'ils étaient gonflés par une vie à laquelle aucune perception vécue ne peut atteindre. Et c'est là vraiment la rupture avec la phénoménologie. La littérature américaine fourmille donc de figures qui sont des puissances et des devenirs, des visions et des fabulations, qui créent des paysages non humains, paysages où le personnage appartient lui-même au composé de sensations, comme les perceptions d'Achab qui se dissolvent dans l'océan par l'intermédiaire de Moby Dick. C'est un leitmotiv chez Deleuze et Guattari tellement évident et tellement fréquent, je l'énonce quand même, écrire, ce n'est jamais raconter ses souvenirs, ses voyages, ses amours, ses deuils, ses rêves et ses fantasmes. La littérature française est vraiment une littérature névrotique que Deleuze détestera pour ça et à laquelle il préférera la littérature inventrice de percepts et d'affects non humains américaine. C'est pas raconter ses souvenirs, au contraire, c'est pas se raconter soi, c'est faire advenir des choses trop grandes pour soi, trop larges pour soi, trop minuscules pour soi, et même souvent irrespirables pour soi. C'est parler au nom d'autres êtres, parler au nom d'autres rythmes, d'autres manières d'être, atomes, univers, singularité. Mais c'est déjà ce que disait Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit. Et là, quand même, Deleuze a une dette envers Merleau-Ponty qu'il ne paye pas totalement. Parce que dans L'œil et l'esprit, Merleau-Ponty retenait les paroles d'André Marchand qui disait ceci: « Je crois que le peintre doit être transpercé par l'univers et non vouloir le transpercer. J'attends d'être intérieurement submergé, enseveli. » C'est magnifique ce que dit André Marchand, parce que c'est tout à fait ça, là, selon Deleuze aussi. Ce que Deleuze traduira dans Qu'est-ce que la philosophie par ce thème, mais là aussi, il aurait pu citer quand même Merleau-Ponty, on devient univers. Dans l'art deleuzien, les figures ne sont donc pas des copies, des perceptions référencées aux objets, mais ce ne sont pas non plus des images cadavériques. L'art engendre, comme l'a très bien vu Lévinas, l'art quitte la perception pour engendrer des sensations, mais à travers son propre matériau,
Très bien décrit par Deleuze aussi, le sourire d'huile de la peinture, l'accroupi de la pierre romane, l'élevé de la pierre gothique. L'art crée des sensations qui dépassent toute ressemblance. Le problème de la ressemblance n'est pas le problème de l'art. Ainsi, par exemple, Van Gogh, qui, selon Artaud, et là c'est magnifique aussi ce que dit Artaud, aura su décrire la sensation de la fleur torturée, du paysage sabré, labouré et pressé. Artaud, dans Van Gogh, le suicidé de la société. On ne peut être plus éloigné de ce que dit Lévinas, qui pense lui aussi que l'art abandonne la perception pour la sensation. Je le cite, « Le mouvement de l'art consiste à quitter la perception pour réhabiliter la sensation, à détacher la qualité de ce renvoi à l'objet. Au lieu de parvenir jusqu'à l'objet, l'intention s'égare dans la sensation elle-même. Et maintenant, c'est un égarement et non pas une fécondation. Et cet égarement dans la sensation, dans l'aesthésis, produit l'effet esthétique. Se dépouillant de l'objectivité et donc de la subjectivité, la sensation retourne pour Lévinas à l'impersonnalité d'éléments, c'est son terme, tandis que cette même impersonnalité nous élargit à de nouvelles visions chez Bergson et Deleuze. Perte et fermeture pour Lévinas, ouverture et gain pour Bergson et Deleuze. Ainsi, je vais conclure, les percepts créent des sensations qui nous connectent au cosmos, tandis que les affects nous engagent dans des devenirs non humains. Je vais insister pour finir un tout petit peu sur cette histoire d'affect. Parce qu'encore une fois, les affects dont parle Deleuze n'ont rien à voir avec le vécu, les souvenirs, les histoires personnelles, les fantasmes, les sublimations et toute la littérature psychanalytique là-dessus. Deleuze le dit fermement. Comment l'artiste raconterait-il ce qui lui est arrivé ou ce qu'il imagine puisqu'il est une ombre? C'est très marrant aussi le thème de l'ombre chez Lévinas et chez Deleuze dans des sens absolument opposés. Oui, mais chez Deleuze, il est l'ombre d'une vie qui le dépasse. L'ombre change de sens entre Lévinas et Deleuze. L'artiste est une ombre, certes, mais parce qu'il est le témoin d'une vie invivable, non vécue, qui ne peut pas loger en lui. Les souvenirs et les fantasmes ne sont d'aucun secours pour dire cette vie invivable. Ainsi, les figures de l'art sont toujours amnésiques, comme chez Bacon, toujours sans fantasme, comme chez Gérard Fromager, toujours involontaires, comme chez Proust. Bergson faisait de l'artiste le créateur de nouvelles émotions, Deleuze lui emboîte le poids, le suit dans cette voie, dirons-nous. Un grand romancier est avant tout un artiste qui invente des affects inconnus ou méconnus et les fait venir au jour. État crépusculaire des chevaliers dans Chrétien de Troyes, état catatonique de Madame de Lafayette, affect dépourvu de tétaffection de Beckett, affect de jalousie de Proust comme entreprise d'annexion de l'amour, aimer pour être jaloux, et ainsi de suite. Ainsi, l'affect nous fait participer aussi à des métamorphoses non humaines, comme lorsque les affects nous engagent aux frontières de mondes différents de notre monde. Je voudrais par exemple citer comme exemple les magnifiques devenirs végétaux de l'éros à la Renaissance, ou les magnifiques devenirs animaux de la fureur de la Renaissance, dans les tableaux peints par Botticelli ou Pollaiolo, toute une éthologie du combat amoureux, avec des corps cuirassés, héraldiques, et toute une végétalisation de l'éros amoureux dans ces tableaux qui est tout à fait magnifique. Avec l'affect, le monde s'épaissit donc d'une doublure idéale. Deleuze le montrera très bien avec le cinéma, et c'est le dernier point de rencontre entre Lévinas et Deleuze. Le cinéma invente des images d'affect impersonnelles, particulièrement avec le gros plan, pour montrer non pas un visage, non pas une chose, comme la passion de Jeanne d'Arc, mais ce qu'est la passion, non pas les corps, mais les exprimés qui concernent les corps, comme le tranchant du couteau dans Psychose, non pas les choses actuelles, mais l'imminence du possible. Voilà qu'avec l'affect, le monde se double d'une zone idéale, virtuelle, possible, tandis que Lévinas, dans De l'existence à l'existant, ne verra dans le gros plan qu'un monde cassé, où le détail se manifeste pour lui-même, et où il manifeste sa nature particulière et absurde, dira Lévinas, dans des perspectives qui sont toujours décalées et brisées. Entre Lévinas et Deleuze, voilà ce qui m'a vraiment frappé en lisant De l'existence à l'existant. Le rapport à l'être s'est donc inversé.
L'art est pour Lévinas l'enlisement dans l'être, il est pour Bergson et Deleuze un immense élargissement par l'être. Ce point où nous communiquons avec les choses, où nous nous plaçons, comme Lévinas le dit sans y consentir, dans la vie intérieure des choses, leur intériorité non subjective. L'art peint un monde en l'absence d'homme, c'est toujours la phrase de Cézanne que tout le monde répète, eh bien on n'a jamais peint le paysage, l'homme absent, mais tout entier dans le paysage. Tandis que le monde humain se borne à raconter un monde, parce que sans dehors, tout entier prisonnier de la perspective humaine. Il y a donc eu deux voies dans l'esthétique française, très nettement, deux appréhensions du il y a, deux manières de penser la place de l'esthétique dans un rapport où il y a. D'un côté, l'art se livrant où il y a dont nous protège notre engagement dans l'existence sombre, dans l'horreur de l'être, le mal d'être, l'obscurcissement de la lumière de notre monde. D'un autre côté, par un même mouvement, l'art compose avec la lumière intime des choses, leur mouvement secret, à condition de réussir à sortir de la figuration humaine, de la représentation humaine. Mais ce qui peut-être me frappe le plus, c'est que ce sont les mêmes sources qui conduisent à cette divergence. D'abord, évidemment, Blanchot, étrange double usage de Blanchot, ici, mais il n'est pas sûr non plus que cette double voie de l'esthétique en rapport à l'être ne soit pas elle-même l'ultime conséquence d'une indicible épreuve qui a saisi le siècle et la philosophie et qui s'est répercutée en deux sens. D'un côté, l'horreur d'être sans humanité qui fut celle des camps, de l'autre, la honte d'être un homme, indirectement issue, elle aussi, de l'expérience concentrationnaire par l'intermédiaire de Primo Levi, et à laquelle Deleuze n'a lui-même cessé de se référer, la honte d'être un homme, y a-t-il une meilleure raison d'écrire? Je vous remercie.